Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre deuxième webinaire de la journée. Ce matin, on avait la chance de recevoir Export Développement Canada pour parler d'exportation pendant la période du COVID-19. Alors, ça a été très, très intéressant, très enrichissant comme conversation. Alors, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, vous avez le goût de le visionner. Il est déjà disponible sur notre site web. Et cet après-midi, nous allons parler de stratégie de gestion de risque. Je pense que c'est très important d'amener le sujet. Cognibox, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation d'être avec nous parce que ce qu'on va voir, c'est comment rendre notre milieu de travail prêt à opérer à la réouverture progressive des commerces qu'on va voir dans les prochaines semaines. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la présentation de Cognibox s'adresse pas seulement aux grandes entreprises, elle s'adresse non seulement aux grandes entreprises, mais autant aux petites qu'aux travailleurs autonomes. Alors, c'est très intéressant. On vous invite à préparer vos questions. À la fin, nous allons avoir une période de questions, mais tout au long, vous pouvez déposer vos questions dans le bloc conversé ou chat qu'on a, on va le voir à l'écran et à la fin, on va rapporter vos questions. Je vais me charger de poser vos questions à Anne-Sophie ou à Chantal avec un grand plaisir. Alors, cet après-midi, nous avons la chance d'avoir Anne-Sophie Tétrault, experte, j'ai marqué son titre parce que je trouve qu'il est très long, experte senior en processus de conformité et gestion de risque SSQ, et Chantal Trépanier, qui est la chef sécurité Cognibox, CSO chez Cognibox. Chantal, qu'on connaît bien au réseau parce qu'elle a été lauréate au prix Femmes d'affaires dans la grande entreprise en 2013. Elle a été aussi PDG de l'année pour Investissement Québec en 2015. Chantal est une femme qui s'implique énormément dans les milieux où il y a des femmes entrepreneurs. Alors, vous comprendrez pourquoi on a un attachement particulier à Chantal. Merci d'être avec nous et la parole est à toi. D'abord, merci Ruth. Merci de nous avoir permis de participer aux actions qui sont mises en place par le réseau pour aider non seulement ses membres, mais l'ensemble de la communauté que vous tentez de rejoindre. En fait, nous, Cognibox, on est une entreprise qui travaille avec les grands donneurs d'ordre et avec les sous-traitants aussi, la petite et la grande entreprise. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais, Ruth, dans le sens de ce qu'on a mis. On a mis en place, nous, dès le début de la crise COVID, différents outils, mécanismes, actions, interventions pour soutenir nos clients, qui sont des très gros clients, des grosses corporations, comme je disais, comme Alcoa et tout, mais aussi de très, très petites entreprises et même des travailleurs autonomes pour arriver à gérer cette crise-là et faire du mieux qu'ils pouvaient pour protéger la santé des travailleurs, mais aussi la poursuite de leurs opérations qui, dans certains cas, n'ont jamais été interrompues et dans certains cas, sont en train de reprendre. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée d'Anne-Sophie, que je ne répéterai pas le titre parce que Ruth l'a bien fait. Anne-Sophie, c'est une collègue qui a contribué beaucoup, qui a une place très importante dans tous les mécanismes et les actions que prend Cognibox actuellement pour aider ses clients. Anne-Sophie fait une veille très vigilante de ce qui se passe. Je dirais que la présentation qu'elle va vous présenter aujourd'hui, quand elle l'a fait, elle la refait une heure après ou le lendemain parce qu'il s'est passé des choses puis elle est très à l'affût de ce qui se passe. Alors, essentiellement, on est en train d'essayer d'aider nos clients et nos partenaires, et en fait, vous qui êtes ici sur ce webinaire-là cet après-midi, à avoir les bons réflexes, les bonnes idées et à déjà prévoir le post-COVID dans lequel on est déjà entré d'ailleurs. Alors, Anne-Sophie, comme le disait Ruth tantôt, je vous invite à déposer vos questions. Ça se pourrait qu'on en pige au hasard selon le déroulement de la rencontre. Sinon, à la fin, on gardera du temps pour y répondre. Alors, n'hésitez pas. Et Anne-Sophie, je te confie le micro. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Chantal, vous m'entendez? Je ne vois pas mon image, mais parfait. Alors, je vais tout de suite passer en mode présentation de mon écran. Et puisque j'ai une présentation pour vous. Donc, j'y vais. Partager. Et voilà. Ça s'en vient. Voilà. Et si c'est en mode plein écran, non, je vais
Voilà. C'est C'est bon comme ça? Oui. OK. Alors, merci beaucoup. Je vais tenter d'enlever ces commandes ici. Voilà. D'accord. J'ai pensé commencer un petit peu par une ligne de temps et puis parce que littéralement, c'est fou de penser que ça fait si peu de temps qu'on a commencé dans cette aventure qui est la gestion de la COVID. Et puis, je vais vous donner des dates clés pour moi qui finalement sont importantes. Puis vous avez sûrement aussi un petit peu le même parcours, d'avoir réalisé que, bon, c'était juste au 30 janvier que l'OMS avait fait une déclaration d'urgence de santé publique internationale. Le 24, nos bureaux, on commençait déjà à se dire, bon, il faut mettre en branle notre plan de préparation et réponse à la pandémie. Ensuite, le 9, j'avais un voyage d'affaires à Calgary, le 9 mars, et puis je me disais, oh mon Dieu, c'est là que j'ai vraiment eu mon gros déclic. Voyons donc, comment est-ce que je suis supposée être capable de voyager en minimisant les choses que je touche, puis en essayant d'être un peu aseptisée quand, à toutes les pas que je faisais dans l'aéroport ou dans l'avion, il y avait quelqu'un qui soit prenait mon téléphone cellulaire pour le scanner, soit j'allais à la toilette, je me lavais les mains, mais là, il fallait que j'ouvre la porte puis qu'il n'y avait même pas de papier pour toucher la poignée de porte, etc., etc. Et j'étais tassée comme une sardine, évidemment, à côté de des gens dans l'avion. J'ai vraiment eu mon moment où j'ai fait comme, ben voyons donc, tu sais, ça marchera juste pas, cette histoire-là. Mais bref, ça a continué. Le 11 mars, en plus de mon anniversaire, c'était aussi la déclaration de la pandémie mondiale de l'OMS. Le 12, c'est là qu'on avait eu notre première conférence de presse du trio Legault, Arruda, McCann. Le 16, les écoles étaient fermées. Bien, le 13, ils ont commencé à les fermer pour penser à comment ils allaient les fermer. En tout cas, c'était le cas de l'école secondaire de mon fils. 24, bon, la fameuse pause de 3 semaines pour les services non prioritaires a commencé. Le 29, là, c'est là qu'il y a eu la première allusion sur comment ça allait pouvoir fonctionner un déconfinement. Mais là, on s'entend on était quand même assez loin de déconfiner, là, parce qu'on est aujourd'hui le 15, mais on va voir comment ça a continué. Donc là, le 4, bon, on avait fait comme un peu de reculons parce qu'on a eu la prolongation jusqu'au 4 mai des services non prioritaires qui devaient se terminer le 13 avril. Donc, qui aurait dû être terminé si si le gouvernement s'en était tenu à la première pause. Là, le 5, on a eu pour la première fois François Legault qui a annoncé un retour progressif, a commencé à parler de ça. Et finalement, le 13, qui était donc lundi de Pâques, il y a eu effectivement l'élargissement de la liste des services prioritaires. Donc là, ça devenait vraiment officiel. Et puis, ben, on est ici aujourd'hui. Donc, plein de choses qui se sont passées. Et au fur et à mesure, moi, j'apprends, vous apprenez, je suis sûre. Moi, c'est sûr que j'ai une vision de tout suivre ces événements-là avec finalement mes lunettes d'ingénieur chimiste qui travaillent depuis plus que 30 ans dans toutes sortes d'entreprises. Fait que j'espère que ça va vous donner un éclairage un peu différent. Ce qu'on suit, apparemment, on est 1,5 million de Québécois qui suivons ça à tous les jours, religieusement, la conférence de presse, donc celle de lundi de Pâques. Les stations-service ont eu le OK pour ouvrir, en fait, aujourd'hui. Donc, évidemment, je pense que la pression pour qu'on fasse changer nos pneus d'hiver à pneus d'été, y était pour ça, et les changements d'huile. Des pièces produits nécessaires à ça, les exploitations minières qui avaient été arrêtées au Québec, puis en fait, apparemment, c'est le seul endroit dans le Canada où ça avait été arrêté. Donc, ils ont repris. Puis finalement, la construction résidentielle à partir de lundi. Là, je vous donne tout de suite mon punch de la fin, parce que si vous décidez d'arrêter, vous allez savoir ça. La Bible, pour savoir comment opérer sécuritairement puis en suivant les consignes de la santé publique du Québec, c'est ça. C'est l'Institut national de santé publique. Ils ont un paquet de documents pour chacun des types d'activités qui peuvent se passer, qui sont en train d'élaborer. Au début, ils ont fait ceux des secteurs
prioritaires, évidemment, qui ont continué à travailler depuis le 23 mars, mais là, ils en ajoutent. Donc là, on voit avec le highlighter jaune, là, celles qui viennent de rajouter lundi, puis hier. Donc évidemment, les exploitations minières, les garages, la construction. Ça, c'est vraiment la Bible. Sauf que, tu sais, je pourrais arrêter là ma présentation, mais la raison pour laquelle je ne le ferai pas, c'est parce que je vais vous montrer, j'espère, que comme, on peut peut-être faire un petit peu mieux que ça. Puis, deuxièmement, je veux vous mettre dans votre tête les principes que les spécialistes en santé et sécurité qu'on suit quand on essaye d'analyser comment réorganiser un travail pour qu'il soit sécuritaire. Puis, ben, vous allez voir, c'est pas si sorcier que ça. Fait que ça, c'est plate un petit peu pour se rendre indispensable, des gens comme moi, mais quand même, on a quand même du travail. Fait que vous allez voir, j'espère que ça va devenir tout simple pour vous après. Bon, là, je trouvais ça quand même important de dire, OK, là, on parle de déconfinement, tout le monde est excité avec ça, là, mais dans le fond, on est encore ici, attendez un instant. Ah oui, bon, on est encore ici que qu'au mois de, voyons, excusez-moi, mon petit truc a fini, là, mais on s'entend qu'on est le 15 avril, donc on est ici. Fait qu'en réalité, on n'est même pas en haut du sommet. Fait que qu'est-ce qui va se passer dans une semaine? Dans le fond, c'est aussi pire que ce que c'est en ce moment. Aujourd'hui, il y a encore énormément de cas dans la population, donc le risque est encore important. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu trop d'excitation dans la population au déconfinement parce que dans les faits, donc, le danger est encore vraiment là. Mais donc, c'est quand même important donc, que ça soit fait avec tellement de méthodes et de rigueur, ce déconfinement-là, parce que, ou sinon, on va se ramasser dans une situation que je vais vous montrer tantôt. Mais c'est sûr qu'il faut le faire. Là, les conséquences économiques d'avoir arrêté toute l'économie, c'est épouvantable. Et puis, donc, on va juste commencer à comprendre les répercussions de ça chiffrées. Mais en fait, ça fait longtemps qu'on l'a compris dans nos trips, là, mais avec des chiffres, ça s'en vient. Et puis, donc, si on regarde quand même donc, dans le déconfinement possible, c'est sûr que ça aurait été vraiment sharp d'avoir une vaccination, mais là, ça, j'écoute religieusement tout le temps, toutes les informations là-dessus. Hier, des États-Unis, on entendait parler une personne qui était interviewée, donc à CNN, qui racontait comment ils sont en train de travailler là-dessus. Ils pensent cet automne pour les gens du secteur de la santé, mais pour la population en général, pas avant le printemps prochain. Parce que dans le fond, il y a c'est une chose de faire un vaccin, mais c'est une autre chose ensuite de l'administrer à tout le monde. Il faut que ça soit administré en fonction de certaines priorités. Puis avant que vous et moi, tout le monde, on ait accès à notre vaccin, ça peut quand même être encore long, au moins 12 à 18 mois. Après ça, on aurait pu espérer que, bon, ben finalement, on ait une immunité naturelle. Hein? Puis de ces temps-ci, on entend beaucoup parler du certificat ou du passeport d'immunité naturelle, donc qui a, après avoir eu la maladie. Et puis, je vais vous montrer comme en Suède, comment ça, c'était un des exemples, mais ça va plus ou moins bien de ces temps-ci. Puis finalement, donc, le déconfinement progressif qu'on va regarder qu'on est en train de faire au Canada. Pour l'immunité naturelle, donc, le pas simple, ça, c'est ma Bible, là, Our World in Data. Si vous n'êtes pas allé sur ce site-là, tout est là, puis les grandes instances de presse vont utiliser les données de ce site-là. Bref, si on regarde comment les Pays-Bas puis la Suède se débrouillent en termes de mortalité, ça ne va pas super bien. Donc, eux, ils sont allés pour peu de restrictions, mais il y en a quand même, mais moins de restrictions qu'on fait ici au Canada, on voit que quand même, les décès sont là. Donc, compter là-dessus, ça ne sera pas nécessairement super sécuritaire. Puis l'autre chose aussi qui est important de regarder, c'est les chiffres. Là. Comme en ce moment au Canada, on est ce midi là, à 27 750 000 cas. Puis, ce qu'on dit, c'est qu'à peu près peut-être le quart des cas seulement sont confirmés, testés. Il y en aurait peut-être 4 fois plus dans la population. Donc, admettons que c'est ça. On est 27 millions de personnes. Donc, dans le fond, les cas en ce moment, ben, c'est comme moins de 1 % de la population. Puis, admettons que vous dites, c'est pas 4 fois, c'est Anne-Sophie, c'est 10 fois. OK, fine, on va prendre 10 fois. Mais ce qui est complètement
important de réaliser, c'est que comme on est tellement loin de ce que ça prend pour avoir une immunité naturelle. L'immunité naturelle, ça prend au moins 60%. Donc, ça prendrait 16 millions de cas au Canada. Puis si on regarde le taux de décès en ce moment, il y a eu 1000 décès pour 28 000 cas. Bien, c'est 3,6% de 16,2 millions. Ça ferait 578 000 décès. Donc, cette proposition-là d'aller vers là, ça va être long puis ça va faire mal. Donc, le gros problème avec la COVID, c'est comme dirait mon fils de 17 ans hier, là, qui a eu la grosse réalisation, maman, c'est le virus parfait. Ben oui, c'est le virus parfait parce qu'il est capable d'être contagieux avant que la personne soit sur le dos. Donc, elle est encore capable de se promener dans la société et puis de se transmettre d'une personne à l'autre. Donc, avant que la personne ait des symptômes trop importants. Puis aussi, le côté vraiment difficile, c'est chez des gens qui sont complètement asymptomatiques, qui n'ont aucune espèce d'idée qui transportent le virus. Donc, vous savez, comme quand on est à 2,5, on est contagieux, il faut que le taux de contagion descende en bas de 1, puis on a pas mal de travail à faire pour s'y rendre. Donc, ce virus-là, là, il faut vraiment le gérer jusqu'à temps qu'on arrive à un vaccin qui, lui, va donner l'immunité collective qu'on a besoin, qui ne sera pas en ayant eu la maladie, mais plutôt en nous ayant protégés. Bon. Là, par contre, puis l'autre chose là, qui, moi, je trouve ahurissante, j'ai écouté beaucoup qu'est-ce qui se passe, puis en recherchant pour ça ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire là, pour... On peut pas tout savoir la maladie parce qu'on sait qu'avec le pourcentage de décès, ça va quand même tuer trop de gens. D'autre part, donc, on n'a pas de vaccin, fait qu'à ce moment-là, il va falloir donc minimiser la transmission. Mais là, quand on minimise la transmission, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est qu'on est tout en train de s'isoler. On isole la population en entier. On dit à tout le monde, mettez-vous dans une bulle de 2 mètres. Là. Si vous n'êtes pas capable de travailler dans cette bulle de 2 mètres-là, ben, portez des équipements de protection individuelle, comme évidemment dans le domaine de la santé, là, je parle comme un N95, donc un masque, une visière, une blouse. Toutes ces choses-là, c'est pour, dans le fond, comme s'isoler du contact avec les autres. Mais c'est énorme. Dans le fond, il faut qu'on arrive à un moment donné au cas où on a diminué la courbe. Puis là, les gens qu'on isole, c'est seulement ceux qui sont porteurs du virus, à cause du 99% des gens qui ne l'ont pas. Donc, les tests de dépistage, là, en ce moment, on a effectué 36 000 au Québec. On est sur une population de 8,5 millions. Les spécialistes disent que ça prend 2 à 8%, donc on devrait avoir des centaines de milliers de tests par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Puis après ça, il faut être capable de retracer qui d'autre est possiblement en contact avec cette personne-là, puis tous ces gens-là, les isoler. Vous entendez sûrement parler que ça, c'est la chose qui est faite dans les pays asiatiques. Puis c'est pas évident, puis ça va être super important de continuer à regarder ça. Je vous enjoins à regarder ça, puis ça va être important que comme pays, on se pose la question, est-ce qu'on est prêt à sacrifier ça, là, la liberté individuelle de pouvoir retracer finalement avec qui on était en contact si on a eu donc un test rapide qui nous a donné des résultats versus toutes les autres mesures que vous allez voir qui doivent être prises en attendant pour travailler dans notre bulle de 2 mètres pour en fait s'isoler des autres personnes pour empêcher la contagion. Savoir, c'est un gros dossier, puis j'ai hâte qu'on en parle comme société au Québec puis au Canada. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, il y a des tests de dépistage rapides faits à Ottawa là, qui viennent juste d'être approuvés donc le 14 avant-hier. Donc, en tout cas, ce dossier-là, là, c'est important de suivre ça. Fait que la deuxième vague, je pense que c'est aussi important de se rappeler de l'histoire. Fait que la fameuse grippe espagnole là, dans 1918, lorsque certaines villes américaines avaient relaxé, on va dire en anglais, là, donc laissé aller certaines mesures de distanciation, bien, ça leur a fait des deuxièmes vagues, comme à Saint-Louis, encore plus importantes que la première. À bien noter ici le taux de décès qui est par 100 000 habitants, évidemment. Puis à noter aussi l'échelle du temps en bas. Là. Leur deuxième vague, on parle de 2 mois plus tard. Puis si vous vous rappelez mon calendrier du début de la présentation, on est déjà tanné puis on n'est même pas rendu là. Donc, super important de voir ça. Puis comme l'autre cas de San Francisco, où là,
il y avait eu beaucoup, beaucoup de cas. Ils étaient bien. Ils ont relaxé les mesures de distanciation physique. Et puis là, ils ont eu une deuxième vague. Mais tout ça, ça a pris tellement de temps, là. 24 mois divisé par 4, c'est long, là. On est déjà tanné, puis c'est très long. Donc, important de faire ça. Fait que ce que je vais vous dire, c'est que, OK, donc, il faut trouver une façon de faire ça. Puis, le 29 mars, Dr. Arruda, donc, avait parlé de ça dans la période de questions d'une de ses conférences de presse. Puis, ce qu'il a dit, c'est que, comme, bon, il y a certaines entreprises qui ont repensé leur façon de faire avec le télétravail, la distanciation. Fait que, oui, on va pouvoir leur permettre de travailler pour que la société fonctionne. Mais ce qu'il dit, que moi j'ai bien aimé, évidemment, ça m'a parlé comme experte là-dedans, c'est OK, on va faire des analyses. On a des experts en santé au travail, ils regardent l'ingénierie, l'organisation du travail, puis ça, c'est des mesures de protection des personnes. Puis là, il faut que les entreprises qui auront démontré qu'elles se sont réorganisées, qui protègent en même temps leurs employés que faire de la production par un moins grand nombre de gens qui travaillent sur place, par des processus de travail revus, des chaînes de production opérées différemment, puis par le télétravail, qui, donc, ces gens-là vont pouvoir les remettre en fonction. Fait qu'il a même conclu en disant que la pause là, qu'on avait, c'était pas une pause pour s'arrêter puis se reposer, mais une pause pour repenser comment on travaille comme tel. Puis, donc, je vais vous expliquer ça, puis je veux vous donner l'éclairage de les experts en santé au travail, comment ils regardent ça, cette réorganisation qu'on va tous devoir faire. J'allais dire, Anne-Sophie, dans le fond, ça va toucher tout le monde. Là. Ce processus-là d'analyser comment on fait les choses va toucher les très grosses compagnies qui ont peut-être des grands moyens pour le faire, quoique là, il n'y a plus grand monde qui va avoir beaucoup de moyens pour faire grand-chose. À cause économiquement, ce sera difficile. Mais ça va être le petit dépanneur, ça va être la petite fabrication artisanale de chocolat qui était deux dans une petite boutique sur la rue Saint-Denis. C'est tout le monde, en fait. Ça touche le travailleur autonome qui se déplace pour donner de la formation dans un milieu de travail. Tout le monde va être concerné par ça. C'est ça, hein? Oui, ben oui, absolument, parce que, tu sais, dans notre domaine en santé-sécurité, quand on regarde des risques qu'il faut contrôler, des dangers par rapport aux activités qui sont faites, les risques ne sont jamais universels. Tu sais, c'est une personne qui travaille en hauteur, une personne qui travaille dans un espace clos, une personne qui travaille au froid. Mais là, le risque d'être contaminé, c'est 100% universel. Donc, il faut que ça soit maîtrisé partout, partout, partout. Donc, puis ce que je voulais dire avec ça, c'est que ça, c'est une dernière étude qui est sortie en début de semaine, que finalement, des experts de Harvard ont trouvé que, ça pourrait durer jusqu'en 2022. Donc, clairement, ils ne sont pas trop confiants sur un vaccin qui serait universellement disponible avant un bon bout de temps. En tout cas, tout ça pour dire qu'il faut qu'on continue à regarder ça, ça va valoir la peine. Puis là, je vais juste retourner sur des mesures, parce que dans le fond, tout le monde, même si on a été arrêté de travailler, en fait, on a vu plein de mesures qui qui ont été mises en œuvre là, juste devant nos yeux là, depuis février. Vous pouvez vous rappeler du moment où on empêchait les gens d'aller en voyage en Asie. On se demandait qui a effectué un voyage, donc à l'extérieur. Au début, c'était seulement les pays asiatiques, ensuite, c'était l'Europe, et etc. Après ça, on a vu que, OK, mais est-ce que la personne a été en contact avec quelqu'un qui est malade? Après ça, on a vu, on va former puis sensibiliser tout le monde à la COVID. On a annulé des réunions, des congrès, des conférences, toutes sortes de choses. Il y a certaines entreprises qui avaient commencé à étaler leur corps de travail puis faire du télétravail. Si vous vous souvenez de Google puis Amazon puis tout ça qui avait annoncé ça, même déjà en février, il était quand même super à l'avance. Là, dans les bureaux, on a mis du gel hydroalcoolique pour un peu tout le monde pour se désinfecter les mains. On a commencé à nettoyer un petit peu plus. Là, les gens ont commencé à porter des gants, des masques, où finalement, le gouvernement canadien a fermé les frontières. Là, on a commencé la distanciation sociale, puis on s'est rendu compte, mais les gens socialement, ils communiquent autant que jamais avec les plateformes qu'on utilise en ce moment. Pour rendre ça plus clair, il faudrait que ce soit de la distanciation physique. Puis là, tout à coup, grosse pause, là, le 23 mars, comme stop, on arrête, puis on fait des services, puis des activités prioritaires et non prioritaires. Ça donne un petit peu ça, là. Ce qui est arrivé à ce moment-là, en début mars, c'est qu'on a dit, OK, sur les lieux de travail, il y a des services prioritaires puis des non prioritaires. Les prioritaires, finalement, donc les épiceries, les hôpitaux, tous ces services-là, ils peuvent continuer à travailler, que ce soit sur les lieux de travail physiques ou en télétravail, pas grave, ils ont le feu vert parce qu'on ne peut pas se passer de leur service. Puis dans les services non prioritaires, tels que
je suis, moi et Chantal chez Conibox, ben on nous a dit, regardez, si vous êtes capable de faire du télétravail, pas de problème. Si votre travail est impossible, comme les gens comme en construction, ben vous êtes à l'arrêt, pause. Alors là, par contre, que c'est important de regarder que comme ça fait juste 3 semaines, mais en 3 semaines, là, ces endroits-là de lieux de travail prioritaires qui pouvaient continuer, ils sont pratiqués, puis ils ont appris devant nos yeux à opérer sécuritairement. Puis dans la terminologie de gestion des risques, on dit qu'ils ont travaillé à diminuer le risque de transmettre le virus à un niveau qui est tolérable. Puis, ils le faisaient évidemment pour leurs propres employés, leurs clients, mais toute leur fonte de gens autour d'eux, là, les sous-traitants, les prestataires de services et tout et tout. Ce qui est important de regarder ici, c'est la notion en gestion des risques d'un risque tolérable. Le risque, c'est une question éthique, là. C'est qu'est-ce qui est acceptable dans un contexte donné sur la base des valeurs de la société à un certain moment. Fait que, tu sais, c'est clair que si vous avez un enfant qui est commis d'épicerie, un jeune ado, vous savez très bien qu'il en reste un risque. Mais est-ce que c'est tolérable, sachant que, bon, les risques d'une maladie sévère sont moins importants, puis qu'il faut absolument qu'on continue à nourrir la population, on est capable de dire, même pas parfait, on va continuer l'activité. Puis, les moyens de contrôle, on juge que, bon, ils descendent le risque à un niveau acceptable. Donc, on l'a vu se faire devant nos yeux pour plein d'activités, mais là, prioritaires, mais là, il faut que ça soit fait partout, puis qu'on se demande jusqu'à quel point, comme société, on va donner des efforts pour réduire les risques. Fait que là, ce que je vais vous dire, c'est que donc, en santé et sécurité, il y a une méthode pour faire ça, puis évidemment, je ne ferai pas faire un cours en santé et sécurité. Je veux juste vous montrer les principes pour voir que dans le fond, c'est quand même assez simple, puis là, vous pourrez l'utiliser vous-même quand vous allez être en train de revoir vos activités, puis vous dire comment moi, je vais faire ça d'une façon qui va diminuer les risques à un niveau tolérable. Donc, en santé et sécurité, on a un outil qui existe déjà. C'est très commun, comme la CNESST, ils en ont un, ils appellent ça l'outil d'identification des risques. Aux États-Unis, ils appellent ça le Hazard Prevention and Control, puis je l'ai gardé même si c'est en anglais parce qu'ils ont un vraiment beau visuel qui est clair. Puis l'Alberta aussi, ils ont quelque chose, puis ils ont aussi un autre beau visuel. Fait que le Québec, bon, ils ont ça, là, mais dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on identifie comme activité qui est dangereuse? Si le danger est trop important, puis dans ce cas-ci, tout ce qui nous intéresse, c'est le danger de la transmission de la COVID, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser le danger? Puis après ça, ben, on ne peut pas comme assumer que ce contrôle-là, il reste là, puis tout le monde le suit, puis tout va bien. Ben non, il faut quand même contrôler puis vérifier que c'est toujours efficace. Fait que c'est simple de même. Puis, dans le fond, ce qui est important, c'est de dire, OK, bon, qu'est-ce qu'on fait dans une journée, là, dans notre entreprise? Puis, c'est où les dangers potentiels? Habituellement, santé et sécurité, c'est là que je vous ai mis le visuel de l'Alberta parce qu'il est facile à comprendre avec leurs icônes. Là, mais on se dit, y a-t-il quelque chose qui peut nous tomber sur la tête? On peut-tu glisser, tomber? On peut-tu se couper? On peut-tu avoir toutes sortes d'autres, même dans les tâches administratives, une mauvaise posture de travail? Puis là, après ça, on dit, ouais, OK. En fonction de ces dangers-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut utiliser un équipement qui est sécurisé? Est-ce qu'il faut faire des arrêts de travail? Est-ce qu'il faut s'installer de façon ergonomique? Bref, on fait tout ça. Fait que là, dans le cas, pardon, j'aurais dû mettre les traductions avant, mais dans le cas de la COVID, on se dit juste, bon, OK, identifier c'est quoi le risque de transmission de COVID, puis ça va être quoi les mesures de contrôle. Donc, on en connaît une tous, là, on est en train de la pratiquer, c'est qu'on fait le télétravail à la maison. Ça, c'est une chose facile, mais je vais vous parler des autres. Donc, là, qu'est-ce qui doit être fait en 4 étapes? C'est de dire, par contre, je vous ai montré les 3 étapes, la CNESST, mais pour le virus du coronavirus, là, en premier, il faut savoir de quoi on parle. Là. Fait que bien le comprendre, le COVID et ses modes de transmission, je vais vous en parler. Ensuite, on ne fait pas nécessairement juste les mesures d'atténuation qui sont bonnes point de vue du risque. On a aussi un paquet d'exigences réglementaires déjà, donc il faut les appliquer. Ça, c'est comme un pas le choix. Bon, après ça, on va donc choisir toutes les autres mesures possibles qui ne sont peut-être pas nécessairement des exigences réglementaires. Puis après ça, il faut documenter le tout. Bon, documenter, évidemment, si c'est super simple, vous pourrez dire que, ben non, on rentre dans votre bureau de travailleur autonome, puis c'est clair. Mais le moindrement que c'est un peu compliqué et puis plus étendu comme opération, c'est sûr que de documenter, c'est bon, puis je vais vous expliquer pourquoi. Bon, donc, comprendre le danger du virus, là,
c'est sûr que là, si vous écoutez le moindrement la télé, la radio, quoi que ce soit, vous en savez déjà beaucoup, beaucoup. Mais ce qui est important, c'est de voir que, comme on a dit avec l'intervention de Chantal, c'est que ça touche tout le monde, tout le monde, tout le monde. Fait que c'est bon que tout le monde, vos employés, vos collaborateurs connaissent ça aussi, parce que dans le fond, eux aussi, ils vont peut-être détecter des zones à risque de danger dans vos opérations que vous n'avez pas pensé, puis ça serait bien qu'eux autres aussi participent à trouver des solutions. Fait que c'est super important de savoir comment ça se propage, la durée d'exposition, contagiosité, etc. Parce que c'est en sachant ça qu'on va évaluer qu'est-ce qui est à risque dans nos opérations. Une des affaires que j'ai trouvé le plus aha de regarder, si vous ne l'avez pas vu, ça vaut vraiment la peine, c'est le vidéo finalement d'un institut scientifique japonais là, qui montre la dispersion des gouttelettes de coronavirus. Je vous ai mis le lien ici, ou si vous tapez tout simplement coronavirus microdroplets, là, vous allez tomber dessus. C'est là qu'on se rend compte avec la technologie là, que la dispersion des gouttelettes, évidemment, c'est clair quand on éternue, quand on tousse, mais juste de parler à haute voix, c'est quand même assez phénoménal comment il y a une grosse dispersion. Il y a aussi une entreprise allemande qui a une autre façon de voir l'invisible et qui montre aussi comment finalement porter comme un simple masque, là, ce qu'on nous recommande de faire. C'est important parce que ça minimise la propagation des gouttelettes. Là, évidemment, il faut le savoir que c'est les gouttelettes qui contaminent, que les gouttelettes contaminent aussi sur des surfaces, etc., etc. Fait que c'est quand même important de tout savoir ça. On prend des meilleures décisions après. Oui? Peut-être parler de dispersion et de proximité. Peut-être juste, si tu te reculais un peu par rapport au micro, parce qu'on dirait que tu es trop proche, puis le COVID vient faire un peu de distorsion, je pense. OK, c'est beau. J'ai un espèce de classe d'écoute avec un micro. Comment ça va comme ça? Ben, je pense que c'est mieux, oui. OK, merci. Il était trop proche. Il était tordu un peu. OK. Oui. Là, les exigences réglementaires. Donc, finalement, peut-être vous vous souvenez, le 7 avril, quand on a eu la fameuse divulgation des scénarios par le gouvernement du Québec, ils ont mis une ligne de temps de leur action dans le document, facile à trouver sur le site du Québec. Puis, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est pas si super compliqué. Des restrictions de mouvement, des fermetures de commerce, la distanciation. Puis, franchement, moi, je n'en revenais pas que sur leur document, il y a mis la distanciation d'au moins 1 mètre. C'est vrai qu'au début, il y avait comme une espèce de flou artistique à savoir si c'était 1 mètre ou 2 mètres. Là, on ne peut pas se tromper, c'est tout le temps 2 mètres. Mais il aurait pu arranger ça avec le gars des vues, leur ligne du temps. Là. Mais bref, c'est à partir du 15 mars qu'ils ont lancé une distance. Fait que prenez pas 1 mètre, allez-y avec 2 mètres. Puis, bref, il y a donc, au bout du compte, c'est pas mal tout ça. Puis après ça, c'est les conseils d'hygiène et etc. qu'on connaît. Donc, mais quand même, juste cette chose-là de distanciation, ça fait énormément de choses à implanter pour pouvoir y parvenir. Donc, quand on est dans la méthodologie d'analyse de risque, il faut les identifier, c'est quoi qu'on fait avec la loupe COVID, c'est quoi les tâches qu'on fait, dans quel environnement de travail on le fait, le matériel qu'on utilise, qui le fait. Il faut regarder tout ça avec des lunettes COVID, finalement, au lieu de dire regarder les choses avec des lunettes roses, là, ben, avec des lunettes COVID pour se dire à quel moment, dans une chose que je fais, que mes employés font, des choses dont j'ai besoin pour travailler, est-ce qu'il y a un danger de transmettre la COVID? Et ayant tout bien compris comment ça fonctionne, la transmission, en m'étant informée là-dessus. Puis, à ce moment-là, bien, comment je vais faire pour contrôler ça? Là, le problème dans toute l'histoire, là, c'est que c'est que les contrôles qui sont vraiment efficaces, ils sont souvent plus chers puis plus longs à déployer. Et puis, donc, c'est pour ça que je vais vous montrer la prochaine étape qui est importante de réaliser. Puis, comme je vous le disais tantôt aussi, n'oubliez pas que si c'est réglementé, ben là, il n'y a pas vraiment de grosses questions à se poser. On est obligé d'implanter des contrôles. Mais sinon, là, les choses, ça coûte quand même de l'argent puis ça prend du temps. Fait que c'est important de se dire, ben là, on va dépenser nos choses sur les bonnes choses, il faut les prioriser. Fait que dans le domaine, on dit tout le temps, ben, on va y aller par analyse du risque. On va regarder qu'est-ce qu'on fait le plus souvent, puis qui a le plus de conséquences de faire la transmission du risque. Fait qu'on a cette espèce de matrice-là, mais sincèrement, c'est pas bien compliqué, puis vous n'avez pas besoin de comprendre plus le fait que
des exemples bien concrets que si on a, admettons, un commis qui travaille dans le magasin de pièces, dans notre entrepôt, puis il est tout seul la journée longue, puis dans le fond, ouais, il touche des boîtes de carton, mais c'est ça, il ne peut pas avoir la même probabilité de finalement entrer en contact avec le virus, le coronavirus, que par exemple notre gang de 5 proposés qui sont au service à la clientèle, que toute la journée ils sont en interaction avec des clients, puis là ils ont plein de transactions monétaires à faire. Clairement, la probabilité est beaucoup plus importante. La conséquence, on s'entend, bien, on va toujours assumer que c'est quand même une conséquence importante parce que la COVID, évidemment, elle ne frappe pas avec la même sévérité de tout le monde. Fait que dans le fond, aussi, on peut se dire, si mes commis ont en moyenne 70 ans, bien là, la gravité de la patente est plus importante. Fait que dans le fond, le risque est encore plus grand. Mais même avec des jeunes, le problème, c'est que les jeunes, ils peuvent transporter ça puis l'apporter à la maison ou à une autre personne immunosupprimée qui n'est même pas une personne âgée. Fait que donc, tu sais, dans le fond, tout est quand même sur l'échelle de gravité quand même assez important. C'est surtout la probabilité qui joue. Puis, tu sais qu'on a d'autres cas où nous, on a des clients, là, ça leur rentre à pleine pochetée de centaines de travailleurs qui viennent de l'extérieur par jour pour faire leurs arrêts d'usine. Fait que là, c'est beaucoup de probabilité d'amener des virus. Donc, il faut que les moyens soient proportionnés au risque. Donc, il y a ce qui s'appelle la fameuse pyramide des contrôles. Et puis, ça, c'est la version québécoise en français, mais ça, c'est la version américaine que j'aime mieux parce que je trouve qu'elle est juste plus graphiquement illustrée. Puis, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? C'est que, dans le fond, là, la meilleure façon d'éliminer, en fait, de pas avoir un danger, c'est de l'éliminer. C'est sûr que, ultimement, là, si on était vraiment philosophique là-dedans puis on regardait ça, ben la super méthode, là, c'est d'avoir un vaccin puis éliminer complètement le risque de contagion. Bon, mais là, ça ne nous aide pas avant qu'il y ait un vaccin, là, fait qu'on va plutôt revoir la pyramide avec un autre éclairage sur comment l'éliminer. Fait que, par exemple, là, si moi, j'avais un danger de transmettre mon virus de COVID à Ruth, ben là, on est à je ne sais pas combien de kilomètres l'une de l'autre. On a comme, par le télétravail, éliminé ce risque-là. Ça, c'est quand même bon. Là. On va le voir de cette façon-là. Par contre, vous avez peut-être remarqué qu'on est souvent en train de regarder « Ah, quel gant on va mettre, quelle lunette, quelle visière, etc. » Ça, c'est de la protection individuelle, mais ça, c'est juste une armure. Tu sais, si on pense au casque qu'on se met pour faire du vélo, bon, si on tombe, ben, on va juste se faire moins mal, mais on est quand même tombé, tu sais. Alors, avec un gant, ben, on avait de la COVID dessus, c'est juste que, bon, ça va nous faire une petite couche de protection, puis finalement, c'est tout aussi bon que la façon dont on sait ou pas de s'enlever les gants, parce qu'on peut se recontaminer. Fait que c'est pas vraiment super, vous voyez comment c'est pas vraiment efficace comme moyen de contrôle. Mais parfois, on n'a comme pas le choix parce qu'on n'a rien d'autre qu'on peut faire de mieux. Puis l'autre chose aussi qu'on voit souvent, c'est des procédures, des façons de faire qui sont différentes. Ça s'appelle des mesures administratives. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire là? C'est qu'on dit aux gens, « Hey, changez votre façon de faire. Apprenez que c'est dangereux. Tenez-vous à 2 mètres l'un de l'autre. » Mais vous savez comment c'est les humains. C'est facile d'oublier, c'est facile de se tromper. Donc, c'est pas super efficace non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder, dans le fond, qui est le mieux, là, à défaut d'être capable d'éliminer à la source? Comme je l'ai dit, c'est bien, là, mais malheureusement, tout le monde n'est pas capable de travailler pour toujours à distance. Là. Il y a des choses qu'il faut faire en physique. Là. Donc, c'est ce qu'on appelle les contrôles techniques. Puis les lieux de travail prioritaires, là, ils ont bien de l'avance là-dessus. Puis vous l'avez sûrement remarqué au fil des semaines. Que tout à coup, vous êtes rentré à votre épicerie il y a 3 semaines, puis là, ils ont mis des plexiglas un peu partout. Parce que dans le fond, ils se sont dit, je peux bien mettre des gants à la personne, je peux bien y apprendre à aller se laver les mains, puis etc. T'sais, à un moment donné, c'est bien plus efficace de dire que, bon, si jamais la personne postillonne sur mon caissier, bon, ben le pire, c'est que ça va s'en aller sur le plexiglas. Fait que ça, c'est beaucoup plus efficace. L'autre chose aussi, c'est que là, je les voyais là, il y a 2 semaines en train de mastiquer autant que possible le terminal pour la carte de crédit jusqu'à temps que les banques disent « OK, ben là, on va monter la limite de crédit à 250 $ au lieu de 100 ». Ça va minimiser beaucoup la probabilité. Vous savez, la fameuse matrice de risque sur l'axe de la probabilité, on va diminuer ça. Il y aura juste moins de personnes qui vont acheter pour plus que 250 $, qui est beaucoup moins que 100. Donc, ça, c'est un autre moyen de contrôle technique. Là, il y a des pharmacies qui ont commencé à se faire des sas pour le mettre de la pression positive du côté du labo pour être sûr que ça ne soit pas les germes des clients qui s'en aillent vers le laboratoire. Donc, c'est vraiment de la construction, là.
Ensuite, il y a certains endroits, on a vu, ils mettaient des bandes de scotch tape là, sur des chaises pour que les gens s'assoient sur une chaise sur deux. Bon, on s'entend que le scotch tape, à un moment donné, c'est pas si solide que ça. Alors là, il y a des partitions qui peuvent être placées. Puis là, dernièrement, un des trucs, c'est la fameuse ouverture de porte dans une toilette publique quand il y a juste un séchoir à main. On peut pas prendre le petit papier pour aller ouvrir la poignée. Ben là, il y a finalement cette compagnie américaine qui a inventé ce truc-là que tu visses en bas de la porte. Et puis, avec ton pied, tu es capable d'ouvrir sans toucher la porte. Alors, très smart, tellement que là, regardez, ils n'arrivent plus à fournir à la demande avec ces produits-là. Donc, c'est toutes sortes de choses que les gens sont en train de faire, puis il faut se demander, bon, qu'est-ce qu'il faut faire de semblable dans nos entreprises? L'autre chose, par contre, c'est que quand on se dit qu'on fait tout ça, c'est comme, mon Dieu, pourquoi ça n'a pas été pensé de même dès le début? Puis dans notre domaine, ça s'appelle Prevention through Design. Là. Donc, designer ça dès le début. Puis c'est bien mieux parce qu'on n'a pas besoin de rétrofitter nos affaires, puis c'est incorporé d'emblée à la conception. Puis dans le fond, tu sais, c'est fou quand on pense qu'il y a des endroits flambant neufs qui sont encore installés avec des abreuvoirs où il faut peser sur un bouton, où il y a encore des robinets qu'il faut toucher. Là, on espère que ça s'en vient bientôt. Ça se travaille, les ascenseurs sans être capables de toucher. Bref, il y a tout le nouveau low-touch economy qui s'en vient. Puis, c'est finalement en fonction d'être capable d'avoir des façons beaucoup plus rigoureuses que de dire à tout le monde lavez-vous les mains 10 fois par jour. À un moment donné, c'est au lieu de vous laver les mains, touchez à rien. T'sais, toucher à rien, ça va être beaucoup plus efficace. Parce que vous allez être capable de toucher à rien, parce qu'on aura conçu des choses avec lesquelles vous avez besoin d'interagir à tous les jours qui vont fonctionner sans les toucher. Alors, l'autre affaire que je vais vous dire, c'est qu'il y a des contrôles techniques tels des choses aussi simples qu'on voit dans le plan de continuité des affaires, qui est comme, il y a des activités qu'on ne peut plus faire. Puis si on ne les fait plus, à ce moment-là, c'est aussi simple que d'être une super élimination à la source. Puis, il faut se le dire qu'il y en a quand même pas mal. C'est comme ça qu'on s'en va vers un paquet de choses que je vais vous montrer tantôt. Ça, c'est une source que je voulais juste laisser là. S'il y en a qui veulent continuer à creuser, le gouvernement du Canada, ils ont fait un document qui est bien fait, pas trop illustratif à mon avis. Là. C'est pour ça que je vous ai mis des choses, mais quand même, il y a beaucoup d'informations qui est là. Puis là, ce que je veux vous montrer, c'est que dans le fond, là, let's go, il faut se mettre au travail parce que quand on regarde des entreprises comme Walmart qui fonctionnent à plein régime depuis 3 semaines parce qu'ils ont le droit de continuer à fonctionner parce qu'ils ont des pharmacies puis ils vendent des produits alimentaires, eux autres, ils disent nos succursales sont complètement différentes maintenant. Puis, effectivement, si on regarde ça avec la pyramide des contrôles, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils disent, OK, on a augmenté le nettoyage dans nos succursales. Bon, OK, c'est pas pire, mais si quelqu'un arrête de nettoyer, puis si quelqu'un d'autre de contaminé passe tout de suite après un nettoyage, c'est plus ou moins efficace. On a limité le nombre de clients qui entrent en même temps. OK, puis on encourage les gens. C'est soft un peu, mais bon, ça diminue, puis en espérant que les gens le fassent. Oups, pardon. Je voulais aller dans ce sens-là. On a installé des panneaux de plexivert. OK. Là, ça sent bien. On est dans les contrôles techniques plus efficaces. On a marqué le sol pour assurer la distanciation. OK. Fait que ça, c'est ma flèche n'est pas bonne. Là. Ça s'en irait ici plutôt vers la sensibilisation des alarmes et tout. Mais vous savez comme moi qu'on peut décider de mettre ses 2 pieds en avant ou en arrière du point rouge sur le sol. Alors, c'est plus ou moins réussi. Puis finalement, on a fermé temporairement des services. OK. Dans le plan de continuité des affaires, on peut s'être dit, là, on se concentre sur ce qui est nécessaire. De toute manière, la population, là, ils ont des besoins aussi diminués. Fait que c'est une autre façon quand même de diminuer les risques. Puis, on peut comme changer un peu nos trucs. Alors, avant, on vendait en personne. On s'en va vers la vente en ligne. Donc, dans le fond, on est toujours dans l'activité, mais elle a moins de risques. Il y a quand même juste le chauffeur qui, lui, a des risques un peu, mais beaucoup moindres. Alors, là, dans d'autres contrôles qu'on a vus, le télétravail, je vous en ai parlé, ça, c'est top, c'est à la source maintenant qu'on peut le faire. Étaler les quarts de travail, c'est un peu moins. Il y a quand même, les gens viennent, mais il y en a moins. La probabilité descend. On peut faire des dépistages. Êtes-vous malade aujourd'hui? Revenez-vous de voyage, etc. Mais ça, c'est juste comme aussi bon que la personne qui nous répond. Bref, comme je l'ai dit, on peut former, on peut fournir, on peut faire plein d'affaires. Puis à la fin, on a notre fameuse distanciation comme consigne, là, mais comment efficace ce l'est ou ce l'est pas. Fait que là, je vais revenir à notre fameux Institut national de santé publique. Donc, c'est fou comme ils mettent plein de choses en ligne. Aujourd'hui, ils étaient super occupés. Là. Ils en ont mis 4-5 qui sont là.
Puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la CNESST, ça, c'est assez surprenant. Ils n'ont pas sorti grand-chose à date. Il y avait des questions-réponses. Puis là, ils ont finalement sorti le guide pour les chantiers de construction. Puis le guide pour les chantiers de construction, dans le fond, celui ici de l'INSPQ est pas mal meilleur. Donc, je vous l'avais montré avant, fait que je vous le conseillerais. La seule chose, par exemple, qui est intéressante, c'est de voir qu'ils demandent vraiment noir sur blanc à la CNESST que quand même un questionnaire à savoir est-ce que la personne est malade ou pas, que ça soit fait à tous les jours. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Puis, c'est pas tant que c'est ça qui va empêcher la contamination, c'est qu'ils ont en fait aussi une autre exigence qu'on soit capable de retracer qui a été en contact potentiellement avec quelqu'un de contaminé. Fait que ce que je vous avais dit au début de ma présentation, là, c'est pour ça que je vous en parlais, pour maintenir la courbe basse à un moment donné, là, il ne va pas falloir qu'on confine 99% de la population. Il faut qu'on confine le 1% qui sont contagieux. Fait qu'il faut le savoir qui a été en contact avec qui, puis avec ces sournois, avec le 2 semaines de temps d'incubation, il faut être capable de retracer jusqu'à 2 semaines qui a été en contact avec qui. Donc, aussi, la PCHQ et tout, ils ont mis en ligne des formulaires de présence pour être sûr qu'on est capable de retourner dans le temps 2 semaines avant pour savoir si on a un employé qui devient malade officiel déclaré, avec qui il a été en contact pendant les 2 dernières semaines. Donc, ça prend tous ces registres-là, tous ces formulaires-là. Fait que là, je voulais vous donner juste un exemple que j'ai trouvé bien intéressant. Je vois mon temps qui avance, mais je vais le faire. Ce matin, j'écoutais la radio, puis là, les garages ouvraient. Alors là, il y avait un reportage sur, bon, qu'est-ce que ça a l'air maintenant d'opérer un garage de réparation mécanique en ce 15 avril 2020? Alors, si on regarde les recommandations de l'Institut national de santé publique, tout ce qu'il racontait, c'était pas mal là. Donc, finalement, de dire OK, on a une séparation physique, un plexiglas là, entre la personne, l'aviseur technique à qui il faut aller parler pour discuter du problème de notre voiture. Donc, on a un beau contrôle un contrôle technique efficace. Mais après ça, ils disent, ben si la distanciation de 2 mètres entre les personnes n'est pas possible. Mais dans le fond, si tu es capable de le mettre le plexiglas ou pas, dans le fond, tu le mets là, si tu peux. C'est sûr que là, ici, donc après ça, ils ont d'autres choses de dire, on va diminuer le nombre de travailleurs par quart de travail, on va étaler, limiter, on va privilégier la stabilité des équipes, limiter le nombre de personnes dans le garage. Donc là, il faut vraiment prendre son rendez-vous. Puis, c'est sûr que le débit de gens qui vont pouvoir passer dans les garages, ça ne sera pas énorme. Ça, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup là, dans les médias, mais c'est clair que possiblement qu'on va encore changer nos pneus d'été rendus au mois de novembre. Parce que le débit qu'ils peuvent passer en suivant tout ça, c'est pas vraiment là. Mais donc, bref, il y a toutes ces choses-là, mais on peut voir des fois que, tu sais, quand on dit demander de respecter au client quelque chose, c'est quand même juste une demande. S'il ne décide pas de respecter la demande, puis il se ramasse quand même au garage tous en même temps, on va augmenter notre nombre de gens, on va augmenter notre probabilité. Fait que toutes ces choses-là, il faut tout le temps le réaliser quand on lit. Ce que j'espère vous avoir laissé ici, c'est que quand vous lisez des affaires dans votre tête, demandez-vous, ça irait où dans la hiérarchie des contrôles? C'est-tu vraiment assez bon ou pas? Puis, tu sais, finalement, ce qu'on peut voir, c'est que, je ne sais pas, dans une pharmacie, moi, ou dans mon coin, si tu n'as pas pris ta commande à l'avance, ils vont tout simplement même pas te le donner, ils vont même pas te laisser attendre ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ça peut être finalement des façons vraiment où c'est pas possible de bypasser les contrôles pour être capable d'avoir le service qu'on veut avoir. Ensuite, bon, il y a plein de choses, donc désinfecter le véhicule à l'arrivée, à la sortie, pas partager les outils, et etc. Et voilà. En fait, un peu, ce que tu Oui. veux dire, c'est que cette grille-là, cette espèce d'échelle-là, là, tu fais l'exercice de dire qu'est-ce que je trouve dans ce qu'ils ont suggéré, comment ça s'inscrit dans ce qui va dans la grille.
Mais si je suis une entrepreneur, si j'ai une compagnie, si je suis une travailleuse autonome, si j'ai quelques employés, si j'essaie de me faire un plan de gestion post-COVID, c'est un outil qui me permettrait de dire, OK, qu'est-ce que j'ai, moi, en termes d'équipement de protection individuelle? Qu'est-ce que je peux mettre en place en termes de mesures administratives? Bien, c'est sûr qu'en partant de l'élimination à la source, là. Oui, je fais ça dans l'autre sens, Chantal, par contre. Hein? En le disant, je m'en suis rendu compte, mais en partant de l'autre sens, c'est comme une grille qui te permet de te poser des questions pour dire, OK, qu'est-ce que je vais faire? Moi, c'est comme la façon, le chemin à parcourir pour décider qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans chacune de nos organisations pour... puis c'est sûr que le premier, c'est le meilleur, là, mais on n'aura pas de vaccin personne. Fait qu'il va falloir qu'on descende un peu. Mais donc, ce serait la grille qui nous permettrait, comme entrepreneurs, de faire une analyse de qu'est-ce qu'on va mettre en place. Oui, puis ce que je dirais, c'est que vous le sentez sûrement pas mal tout, là, l'écœur en titre de la distanciation sociale, ça commence vraiment à être là. Est-ce qu'on va être toujours aussi discipliné comme société? Certainement pas. Fait que si vous vous rendez compte que les moyens que vous mettez en place sont toutes des mesures administratives puis des équipements de protection individuelle, dites-vous que c'est juste une question de temps avant que ça fasse défaut, que vous-même, moins de vos employés, vous dites, bah, pas si grave, là, je suis supposée être à 2 mètres, mais bon, je suis vraiment un petit peu plus proche maintenant. Puis, je suis tannée de nettoyer mon clavier à chaque fois que je fais ci. Fait que toutes les choses qui sont humaines, qui demandent un bon vouloir de quelqu'un, ça tiendra pas le temps. Puis, les équipements de protection individuelle, le nombre de gens qui savent pas comment enlever les gants pour pas se contaminer pendant qu'ils enlèvent les gants, c'est énorme. Le nombre de gens qui savent pas que dans le fond, tu sais, oui, se laver le bout des doigts, ça fait rien. Il faut que tu prennes la méthode de l'OMS en 11 étapes où tu nettoies tes pouces, tes ongles, tes bouts de doigts. C'est quelque chose. Là. Moi-même, à chaque fois que je le fais, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, ça finit plus. Fait que c'est clair que si vous êtes capable de vous dire comment je peux mettre en place quelque chose où j'ai minimisé vraiment physiquement le toucher, c'est bien plus efficace puis ça va bien plus rester dans le temps. Il y a beaucoup plus de chances que ça reste un bon moyen de contrôle. Puis mon message ici, c'est comme, ouais, évidemment, ça va coûter des sous, là, faire ça. Fait que aussi de penser à quelle place ça vaut la peine de mettre ses sous pour avoir les moyens les plus efficaces, puis c'est en fonction du risque. Donc, la probabilité de contamination, la fréquence où la chose est touchée, interagie, etc. Donc, Sophie, il reste presque plus de temps. Si on voulait garder un peu de temps pour les questions, puis que Ruth fasse une conclusion de tout ça, est-ce que c'est... Oui, je fais penser que ça achève. Oui, ben, j'ai presque terminé. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a plein de choses. Puis ce que j'entendais à la radio ce matin, à l'entrevue que j'écoutais, c'est que le garagiste était sharp, puis il a fait quelque chose qui n'était même pas dans le guide de l'Institut national de santé publique. C'est que lui, il avait accès à une ancienne voiture de police avec un grand plexiglas qui fait finalement, qui sépare l'habitacle avant puis l'habitacle arrière. Puis il a décidé d'utiliser ça pour le fameux véhicule de raccompagnement des clients parce que les clients maintenant n'ont plus le droit de rester dans la salle d'attente pendant que leur véhicule est en train de se faire entretenir. Donc, l'affaire, c'est que donc lui, il a trouvé donc finalement un contrôle technique plus efficace quand même que ce qui était déjà dans le guide de l'INSPQ. Fait que si vous avez ce réflexe-là, comme ce garagiste-là, c'est super. Fait que puis finalement, en tout cas, les mesures administratives, il y a des affaires qu'on peut faire, c'est comme de mettre ça de façon digitale. Bon, nous et Chantal, on est vraiment rompus à ça, mais tous les questionnaires et tout, ça vaut la peine de se dire comme, waouh, si j'en ai beaucoup à gérer, vraiment les feuilles de papier, comment je vais faire, tu sais, ça marchera pas. Fait qu'il faut digitaliser ça. Puis l'éducation sur l'hygiène des mains. Franchement, moi, quand j'ai entendu Anderson Cooper à CNN à la semaine passée dire qu'il savait même pas qu'il fallait qu'il nettoie ses pouces, c'est comme, mais mon Dieu, comment ça se fait que t'as pas suivi un bon cours là-dessus? Fait que je pense que c'est important de s'assurer que toute son équipe connaisse vraiment les meilleures techniques. Puis finalement, bon, la fameuse documentation dont on parlait, dans le fond, oui, si c'est méthodique puis écrit, c'est sûr que ça va valoir la peine. Bon, évidemment, si vos activités, c'est une seule personne, non. Mais le moindrement que c'est plus compliqué, ça permet à tout le monde d'être clair sur c'est quoi les mesures. Si vous avez à vouloir démontrer que vous êtes prêt, on peut vous faire confiance, c'est quand même une bonne chose. En tout cas, moi, ma conclusion là-dessus, c'est que ça vaut la peine de s'organiser parce que ça va être long.
Ça va être vraiment long. Donc, c'est des petites affaires temporaires. Ça passera pas l'épreuve du temps. Le zèle du départ, ça va pas tenir. Et puis, finalement, donc, ça vaut la peine de prendre la hiérarchie des contrôles pour avoir quelque chose de solide. Fait que c'est ça de mon côté. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires qu'on a le temps un petit peu d'en prendre? Mais oui, on a 5 minutes. Alors, moi, je ne vois pas de questions. Je viens de lancer au groupe. Est-ce que vous avez des questions? Je n'en vois pas. Mais honnêtement… Moi, j'en aurais une. Oui, allez. Oh, attendez un petit peu, si vous m'entendez. Moi, comme je vous ai entendu. OK. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, juste te nommer avant, puis poser ta question. Oui, en fait, par rapport aux ordres professionnels, moi, je suis opticienne d'ordonnance, donc je m'approche du client à peu près d'1 mètre, mais on s'approche à un moment donné d'une certaine distance quand même assez proche pour prendre la distance interpupillaire des yeux avec une machine. Puis j'ai un optométriste aussi. Donc, avez-vous une petite idée comment que ça va se passer? Le client et nous devrions probablement porter un masque éventuellement, offrir un masque au client même pour faire les prises de mesure et tout. On parle du 4 mai présentement pour la reprise, mais je suis curieuse de voir. Ben, c'est sûr que je ne vais pas me substituer à quelqu'un dans un ordre professionnel qui vont, c'est sûr, vous donner des lignes directrices. Mais juste comme le principe, comme par exemple les médecins ou autre chose qui pratiquent en ce moment, qui n'ont pas le choix de s'approcher, ben finalement, ils se protègent. Parce que oui, quand je disais les équipements de protection individuelle, c'est pas super efficace quand on peut faire quelque chose de mieux. Mais quand il faut absolument faire la tâche puis qu'il n'y a physiquement aucun autre moyen de le faire, ben à ce moment-là, oui, il faut se protéger parce que puis ça va être la seule façon. Donc, ça va être quelque chose dans ces lignes-là parce que à moins que vous redesigniez des machines pour être capable de prendre cette distance-là avec un robot. Je travaille là-dessus. Ça va être ça. Peut-être pas qu'un robot. Hey, non, mais sérieux, j'ai déjà pensé d'avoir un robot qui s'occupe des clients. Je pense que de plus en plus, ça devient accessible, puis ça peut attirer une certaine clientèle. Mm-hmm. Ben c'est sûr. Parce que si vous regardez, mon lien sur le low touch economy, c'est super intéressant, mais finalement, ça dit qu'il y a plein d'opportunités d'affaires parce qu'il va y avoir une grosse partie de la population mondiale qui va vouloir avoir ça, là. Elle va avoir été traumatisée à vie, puis elle va se dire, ben, tu sais quoi, finalement, je suis bien dans ma bulle, puis je veux être capable d'avoir des services dans ma bulle. Mais c'est vrai que les ordres professionnels vont sûrement aussi aider leurs membres à trouver des solutions qui sont, pour pas que chacun les cherche chacun de son côté. Là, j'imagine que les ordres professionnels vont contribuer. Ouais. Bien, j'ai hâte de voir, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Oui, je ne sais pas à quel point on est essentiel, parce que là, la construction, oui, c'est essentiel, mais de bien voir, les examens de la vue, c'est assez intriguant de voir dans quel, par rapport au déconfinement, même si c'est un client à la fois, si on prend toutes les mesures, si on protège avec un masque et tout, à quel point on peut devancer, comme nous, on a des projets de faire dans le fond, un rendez-vous avec le client sur Internet avant, une consultation Internet et une sélection, une présélection. Donc, quand le client vient, bien, déjà, on a une présélection, on essaie d'éliminer du temps sur place. Et ça a été intéressant de savoir aussi pour le plexiglas et tout, mais c'est ça, c'est de savoir à quel point on est important dans les services essentiels. Bien, c'est clair que vous allez être important très prochainement. Moi, ça pourrait faire des accidents de voiture de ne pas avoir finalement une bonne correction en santé-sécurité. Il y a tellement d'implications pour ne pas avoir une bonne vision. Alors, je pense que ça a juste été gelé dans le temps, là. Bon, on est capable pendant un petit bout de temps que les gens qui ont déjà leur correction, ça fonctionne, mais les nouveaux qui vont en avoir besoin, ça va être très bientôt, je suis sûre. Espérons que le 4 mai, ça va débloquer. Ce serait idéal. Mm-hmm. Je pense que oui. Il y a une autre question. Tocadance. Oui, Tocadance. Moi, j'ai une école de danse sur la Rive-Sud à Boucherville et
c'est sûr que toutes les procédures que vous avez demandées pourraient être faites, mais il n'y a rien, je veux dire, le contact, parce que c'est des danses statiques, donc un contact corps à corps, ça va aller pour les gens en couple, mais les gens non en couple, est-ce qu'on va arriver à un moment donné puis dire aux gens, vous devez faire un test ou vous apporter un test à un moment donné, parce que même, ou bien même on prendrait les précautions, bon déjà, on ne pourra pas garder le 2 mètres, à moins d'avoir un nombre de personnes limité dans les classes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben moi, je pense exactement ce que j'ai pris le temps de vous en parler en introduction parce que c'est trop important. Puis comme société, au Canada, on n'a pas encore assez parlé de ça, là, mais ça prend absolument plus de tests pour savoir qui finalement est capable de fonctionner sans risque de contaminer les autres. Puis dans toutes les dernières recherches, là c'est parce qu'on est pris dans le day-to-day, hein, dans le quotidien en ce moment au Québec, là, mais on espère qu'il y a des gens, en tout cas, sont en train de penser à ça, mais absolument que ça va prendre... Pour ces choses-là, il n'y a rien d'autre à faire. Là, donc, vous ne pouvez pas demander à vos gens qui viennent prendre des cours de se mettre un scaphandre et puis un masque N95 puis une visière. À un moment donné, il va falloir, si on n'en vient pas à bout de ce vaccin-là avant une période en termes d'années, ben, il va vraiment falloir plutôt focusser sur qui peut sécuritairement fonctionner dans la société. Puis ça va juste se faire avec des tests, de la traçabilité puis de l'isolation des personnes contaminées. Parce que si vous le savez aujourd'hui que vous n'êtes pas contaminé, puis moi aussi je ne suis pas contaminée, il n'y en a pas de problème à se voir, là. Il faut qu'on sache c'est qui est contaminé, puis c'est cette personne-là qu'il faut isoler. Puis le problème, c'est que culturellement, ça ne marche pas trop en Amérique, mais ça se fait énormément en Asie, parce que là, il y a toute la notion de comment est-ce que ça va brimer les libertés, puis la protection des renseignements personnels et tout et tout. Mais entre vous et moi, je trouve que là, on est comme borderline plus brimé en ce moment de ne pas pouvoir faire un paquet de choses. Donc, là, il y a à développer, mais c'est parce que là ils sont en train de faire du firefighting, là, c'est des pompiers, là, nos politiciens. Ils font tellement un beau travail pareil. Oui, pendant que la maison brûle là, dans les CHSLD, c'est sûr qu'on entend moins parler de comme OK, mais comment on va opérer là, dans 3-4 mois? Là, clairement, ça ne marchera pas. Fait que la maison va arrêter de brûler dans les CHSLD parce qu'on va avoir descendu en bas de la courbe, mais il va toujours rester dans la population un nombre de gens contaminés, puis ça peut toujours reprendre si ce n'est pas bien contrôlé. Fait que comment on reprend mieux ça pour ne pas se faire prendre comme on s'est fait prendre de vitesse là, en février-mars? Anne-Sophie, j'ai une autre question. Michel Tassé dit « Je suis proprio d'un centre visuel qui répond en ce moment aux urgences, mais au retour, ce sera autre chose. La suggestion est de porter une visière. » Dans un centre visuel? Dans un centre visuel, oui. Un centre visuel, qu'est-ce que vous pensez que c'est? T'as vu? T'as vu? Ah, de la vue, OK, oui, comme la solution est de porter une visière. Ben, c'est ça, je dirais que comme c'est des optométristes, opticiens, etc., clairement, ça va être de suivre les recommandations de ces ordres-là. Et Camille Grenier dit « Que proposez-vous comme protection pour nous et notre clientèle qui nous déplaçons, quand nous nous déplaçons chez nos clients? Je travaille dans le milieu du design intérieur, pas toujours possible de travailler à distance. » Oui, ben ça, c'est un peu comme le milieu de la construction résidentielle là, qui va recommencer. Alors, en prenant des moyens, bon, premièrement, évidemment, avec la pyramide de hiérarchie des contrôles, pas toujours possible, mais en fait, moi, comme je suis ingénieure, puis là-dedans, un peu dans la construction aussi, je le sais qu'il y a bien des affaires qu'on peut faire avec un FaceTime maintenant, puis un Zoom sur son cellulaire. Fait que déjà là, c'est surprenant combien on peut éviter de visites. Bon. Mais si on ne peut pas faire ça, évidemment, donc, en appliquant un peu les mêmes consignes que pour les chantiers de construction, en s'assurant d'avoir le 2 mètres, en parlant à l'avance avec le client qu'on veut rencontrer pour lui dire, bon, j'arrive, pour ne pas être obligé de faire ding-dong à la sonnette. Avec les moyens technologiques, on est quand même capable de faire cette interaction-là en minimisant les toucher puis en s'assurant qu'on a conservé le 2 mètres. Fait que moi, je dis, c'est absolument possible. De la même façon que moi, j'ai mon propre chantier de construction que je vais visiter, puis c'est en faisant tout ça, tout programmé à l'avance. C'est pas une surprise que j'arrive, là. J'appelle, ouvrez-moi la porte, j'arrive. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais on a quand même juste un petit peu dépassé le temps.
je voudrais, vous remercier. Je voudrais vous remercier par un commentaire qui est écrit par Mélanie Monette qui dit « Wow, merci tellement d'avoir tout simplifié la gestion de risque. » Effectivement, tout au long, j'écrivais à Chantal puis je disais « C'est tellement intéressant, c'est tellement simple, c'est facile à comprendre. » Et ça a certainement créé un intérêt très grand parce qu'on avait 50 inscriptions et il y a 50 personnes qui sont restées en ligne tout le long. Alors, ça veut dire qu'on a su garder l'attention. Ça a été énormément apprécié. Et pour celles, il y en a beaucoup qui ont demandé est-ce que la présentation va être disponible? Alors, tout de suite après la présentation, nous, on va la déposer sur le site. N'hésitez pas à la regarder, n'hésitez pas à la partager, surtout parce qu'il y a de l'information qui est extrêmement pertinente et importante et pertinente. Alors, merci Anne-Sophie, merci Chantal d'avoir été si généreuse avec nous, avec les femmes qui vous ont entendu. Et s'il y a une suite à ça, bien, ça va nous faire plaisir de collaborer avec vous. Madame Vachon? Oui? J'aurais juste une dernière intervention à faire. Est-ce que c'est possible ou c'est trop tard? Bien peut-être. Michel Tassé qui a la parole. Oui, Michel? Oui, bien écoutez, merci. J'abonde dans le même sens. C'était vraiment intéressant d'entendre votre présentation. Je trouve ça vraiment, effectivement, simplifier les choses. Est-ce que dans une prochaine conférence ou webinaire, il sera possible d'aborder l'aspect psychologique de tous les travailleurs que lorsque l'heure va sonner de retourner au travail, et on va faire face à des gens qui sont plus paniqués que d'autres. Et est-ce qu'au niveau des refus, parce qu'on sait que, en tout cas, dernièrement, je savais, je voyais en fait que au niveau de la santé, ils ont refusé justement des travailleurs qui ne voulaient pas travailler parce qu'ils avaient une crainte assez élevée. Mais on va devoir vivre avec ça au retour, effectivement, là, lorsque la levée sera faite. Ça serait intéressant de vous entendre là-dessus sur des suggestions, que ce soit psychologiques, que ce soit des façons d'aborder les travailleurs avec ça pour nous simplifier, nous les gestionnaires, la vie. Parce que moi, entre autres, je me pose la question là, sur comment je vais devoir intervenir avec mes 20 employés dans ma clinique, parce que je sais qu'il y en a qui sont plus paniqués que d'autres. Alors, Madame Tassé, oui. Est-ce que la question s'adresse au réseau des femmes d'affaires ou à Cognibox? Ben, ça peut être dans les deux parce que je vois que Madame, comment elle s'appelle, donc Anne-Sophie Tétrault, vous êtes au niveau de en tout cas, vous avez des très, très bonnes connaissances au niveau CSST et tout ça. Donc, je ne sais pas à quel des deux peut s'offrir la question, mais bref, est-ce que ça peut être intéressant pour les autres aussi? Je pose la question. Au niveau de Cognibox, nous, on est en train de faire un partenariat justement pour avoir extensionné nos services pour couvrir ces champs-là en plein à cause de ce qu'on aura à gérer prochainement en termes de santé mentale. Oui. Fait que peut-être, Ruth, je pourrais te reparler avec qui on va travailler, ou sinon, de ton côté, Ruth, tu as peut-être déjà des partenaires à qui tu peux faire. Tout à fait. C'est pour ça que je demandais la question s'adressait à qui, parce que je trouve que de notre côté, on peut très bien mettre quelque chose sur pied très rapidement. Et Mme Tassé, peut-être juste nous envoyer votre petite demande, vos coordonnées, puis on va communiquer avec vous. Alors, merci beaucoup. Génial. Et tous les commentaires, Anne-Sophie, que je vois dérouler à ma droite sont extraordinaires. Alors, ça reflète exactement ce que moi, je pensais. Demain, nous, on aura un autre répac en direct pour discuter de l'achat local. Alors, on reçoit Alain Dumas du Panier Bleu, Isabelle Huot, présidente de Kilo Solutions, docteur en nutrition, et Stéphane Drouin, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, le CQCD. Alors, soyez avec nous demain sur Facebook Live. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée tout le monde. Merci. Merci beaucoup.